Alors, je voulais, dans le cadre de la vente d'un bien loué, on a beaucoup insisté la dernière fois sur le bail d'habitation et toutes les questions particulières qui pouvaient s'articuler autour de la vente d'un bien loué à usage d'habitation, notamment les questions de droit de préemption, mais pas seulement, les congés pour vendre ou congés pour reprise, qui sont des questions qui ont été notamment modifiées par la loi Macron. On a dit très peu de choses de la catégorie des baux qu'on peut retrouver dans les ventes d'immeubles à construire, en particulier dans les ventes en état futur d'achèvement. Et je voudrais à cette occasion vous exposer assez brièvement, en tout cas les grandes lignes, de ce qu'on appelle la BEFA, le BEFA, pardon, qui est le bail en état futur d'achèvement. C'est un bail qui est un peu singulier, avec une richesse exceptionnelle pour un rédacteur, c'est qu'il repose essentiellement sur la liberté contractuelle, du moins dans un premier temps, puisque vous verrez qu'il y a deux périodes dans la conclusion de ce bail en l'état futur d'achèvement. Il y a la conclusion du bail jusqu'à sa prise d'effet, et puis il y a la période à partir de la prise d'effet, et là les règles applicables ne sont pas les mêmes, j'y reviendrai. Quand on est dans l'hypothèse d'un BEFA, eh bien c'est en fait un bail qui va être étroitement lié à une vente en l'état futur d'achèvement. Donc vous avez généralement une opération triangulaire avec un promoteur-vendeur, un acquéreur-investisseur et une troisième personne qui est le preneur. Et on va voir que cette opération triangulaire, avec des relations très variables selon les hypothèses, eh bien, fait naître un certain nombre de risques et surtout accorde à certains d'entre eux des intérêts distincts, parfois conflictuels. Et l'essentiel de ce bail, au cours notamment de sa rédaction, de sa conclusion, eh bien, repose sur le principe de liberté contractuelle et suppose de la part du notaire, en raison des risques très importants, alors je dis le notaire ou le rédacteur professionnel, mais le notaire étant ici la personne privilégiée pour une opération immobilière, eh bien, suppose de sa part eh bien, d'exercer pleinement son devoir de conseil pour attirer l'attention des parties sur les risques d'une telle opération et sur les précautions qu'elles doivent prendre. Et puis, en même temps, vous avez des clauses sur mesure qui doivent être rédigées. Et ces clauses supposent de la part du notaire de maîtriser l'art de la clause, l'art de la rédaction, et de veiller justement à une répartition des risques qui correspond à l'attente des parties. Généralement, on qualifie ce bail en l'état futur d'achèvement d'un bail portant sur une chose future, et le plus souvent, comme il s'agit d'une VFA rattachée à un bail, on présente ce groupe, cet ensemble, comme étant une VFA innommée, parce qu'elle repose sur des caractéristiques très spécifiques qui permettent de la distinguer des VFA classiques. Alors ce bail, qui porte donc sur une chose future, est un bail qui peut accompagner soit un immeuble à construire, donc le projet est pensé en amont, avant même que la construction n'ait commencé, avant même que les contrats de VFA n'aient été conclus. Il peut s'agir également d'un bail qui va se rattacher à une construction en cours. Et dans ce cas-là, on a déjà identifié un acquéreur, le contrat de VFA a déjà été conclu. Et donc assez fréquemment, le bail va être conclu cette fois, non pas entre le vendeur-promoteur et le preneur, mais entre l'acquéreur-investisseur et le preneur. Et on retrouve également ce bail en état futur d'achèvement lorsqu'il s'agit des immeubles qui feront l'objet de rénovations importantes et sans pour autant que ce soit une vente d'immeubles à construire à proprement parler. Alors, je vous ai dit, il y a une opération triangulaire et comme je viens de vous le suggérer, vous avez un promoteur-vendeur qui va conclure une VFA avec un acquéreur-investisseur et puis vous avez en dessous le preneur. Et ce preneur, en fonction du moment où le contrat de bail est conclu, eh bien, aura un contrat de bail avec le vendeur-promoteur qui est bailleur. Et parfois, lorsque l'acquéreur est déjà identifié et que la VFA est déjà conclue, eh bien, le bail sera conclu ou repris, on verra ces hypothèses, par l'acquéreur investisseur. Donc, une opération triangulaire avec un rôle du preneur qui est différent. On peut avoir un preneur qui joue un rôle actif, donc un preneur généralement institutionnel qui recherche des locaux, mais qui ne veut pas les acquérir tout de suite. Pour cela, il préfère attendre et conclure un bail qui sera au final un bail commercial, on le verra le plus souvent, bail sur mesure, avec un pouvoir de négociation des loyers. Alors c'est également une hypothèse qui
ne concerne pas simplement le preneur qui veut jouer un rôle actif avec un bail sur mesure, ça peut être également une opération intéressante de défiscalisation. Et là, l'essentiel des clauses seront orientées vers l'acquéreur investisseur qui veut acquérir une VFA, donc effectuer un investissement, mais pour des avantages fiscaux, mais va être sûr de pouvoir justement louer ce bien. Et généralement, ce qu'il fait, c'est qu'il va se porter acquéreur dans le cadre d'une VFA d'un immeuble pour des résidences étudiants ou de personnes âgées ou de résidences touristiques. Et puis ensuite, il va conclure un VFA avec un futur gestionnaire de l'immeuble. C'est généralement le type de montage que l'on retrouve. Alors, il y a nombreux risques dans ce type d'opération, ce qui suppose de rédiger des clauses sur mesure. Risque d'abord pour l'investisseur qui pourrait ne pas avoir de locataire. Risque pour le locataire qui pourrait justement se retrouver avec un immeuble qui ne correspond pas à ses besoins, voire sans immeuble si la VFA ne va pas au bout. Et puis également pour le vendeur, puisque très souvent l'acquisition va être conditionnée à la possibilité de louer les biens et à l'existence de locataires. Et pour le vendeur, c'est un risque juridique et financier assez important. Et donc, en raison de la diversité des risques, vous avez de la part du notaire un rôle très important au regard du devoir de conseil et dans la rédaction des clauses sur mesure. Alors, ce type d'opération, notamment le bail en état futur d'achèvement, c'est très souvent le dernier maillon d'un processus de commercialisation des immeubles, et on le retrouve surtout dans des immeubles commerciaux, industriels ou de bureaux, et il est assez fréquemment utilisé pour la mise en place de centres commerciaux ou encore de ce qu'on appelle les retail parks, qui sont une sorte d'outlets tels que Val d'Europe, par exemple, ou Troyes, où on trouve des magasins d'usine et des prix d'usine. Donc, ce sont des grands complexes de ce type qui font l'objet de BFA, ou encore des entrepôts, ou encore, comme je vous l'ai dit, des locaux à usage de bureau. Alors, lorsqu'on a une hypothèse de ce type, on peut éventuellement se contenter d'une promesse de bail, mais la promesse de bail n'est pas l'opération contractuelle la plus adaptée. D'abord parce que c'est une promesse de bail à condition suspensive, mais ça reste une promesse, même si désormais l'article 124 du Code civil permet d'être sûr d'obtenir l'exécution forcée dans le cadre d'une promesse unilatérale de bail. C'est moins intéressant qu'un BFA, dans lequel on a des clauses sur mesure qui vont être rédigées, et on a vraiment un bail qui est définitivement conclu, donc qui rassure les différents partenaires, et dont les effets sont simplement, on verra, différés dans le temps, et accompagnés d'un certain nombre de conditions suspensives, mais ça j'y reviendrai par la suite. Alors, il y a en la matière, je vous l'ai dit, 2 temps, toujours pour finir les propos introductifs. Vous avez 2 temps dans la conclusion d'un BFA. La conclusion du bail jusqu'à sa prise d'effet, là, c'est le droit commun des contrats qui va s'appliquer. D'où l'importance du principe de liberté contractuelle et la nécessité de rédiger des clauses sur mesure. Et à partir de la prise d'effet, eh bien, c'est le plus souvent le statut des baux commerciaux qui va prendre le relais, et donc le statut des baux commerciaux que l'on va appliquer. Donc, c'est une opération très singulière, hein, vraiment une opération innommée, et donc il y a des précautions à prendre, d'autant que, et on le verra par la suite, lorsque le preneur décide de prendre un rôle actif, c'est-à-dire en amont, il va essayer de construire sur mesure l'immeuble qu'il va louer, donc le construire non pas au sens matériel, mais juridiquement. Donc, il va parfois intervenir en amont même du permis de construire, et c'est lui qui va être l'une des parties prenantes les plus importantes dans la négociation avec les collectivités locales. Alors, pour les contraintes d'urbanisme, l'intervention des différents architectes, les études d'impact, là, on a un preneur qui pourtant n'est pas acquéreur, mais qui justement veut absolument pouvoir maîtriser en amont les conditions dans lesquelles l'immeuble va être construit, quel type d'immeuble, éventuellement c'est lui qui décidera les dimensions des services, s'il va y avoir un restaurant d'entreprise, s'il y a des normes environnementales à respecter, notamment la haute qualité environnementale qui peut imposer. Donc, le preneur peut intervenir très très tôt dans le processus de la VFA, et de cette manière, il prend également plus de risques, puisque c'est lui qui posera un certain nombre d'exigences, pourra négocier également
les loyers, mais en même temps devra supporter un certain nombre de responsabilités. Et donc, il va falloir que le rédacteur, qui est le notaire, use de l'art de ce qu'on appelle la flex-sécurité, c'est-à-dire à la fois comprendre que c'est un processus qui va s'inscrire dans la durée, puisque vous avez une VFA qui parfois n'est pas encore conclue, et donc il y aura tout le temps de la conclusion de la VFA et de l'exécution de ce contrat. Donc, il va falloir qu'il prévoie des clauses qui prennent en considération cette durée et donc qui prévoient une certaine flexibilité, mais en même temps, parce qu'il y a des risques importants et des enjeux financiers très importants, il va devoir prévoir des clauses qui permettent de rendre un certain nombre d'étapes et d'événements prévisibles de manière raisonnable. Et donc, il doit tout de même avoir des clauses relativement précises. Donc, de la rigueur, de la flexibilité, de la flex-sécurité, c'est un peu ce que va devoir faire en permanence le notaire. Alors, pour présenter cela, et j'avais mis à votre disposition un article qui reprenait les deux grandes idées. On peut présenter les choses en 2 temps, assez facilement, parce que quand vous prenez le BFA, qui est vraiment un contrat sur mesure, donc il n'y a pas de modèle type, sauf qu'il y a des clauses auxquelles il faut penser, des montages auxquels il faut penser, et c'est essentiellement ça que je vais voir avec vous. Mais il y a 2 séries d'informations importantes. D'abord, il faut comprendre que le BFA n'existe pas tout seul. Il est rattaché à une VFA. Donc, cela forme un ensemble contractuel. Mais cet ensemble contractuel va prendre des contours variables en fonction du rôle du preneur, en fonction de la date de conclusion du BFA. Donc ça, ce sont des éléments qui permettent de comprendre qu'on va avoir dans tous les cas un ensemble contractuel, mais un ensemble contractuel qui variera selon les éléments que je vais vous exposer. Et puis, à cet ensemble contractuel, eh bien, il faudra également rattacher la question de l'indivisibilité. Dans quelle mesure doit-il y avoir indivisibilité entre la VFA et le BFA, ou n'est-il pas plus opportun pour votre client eh bien, de rendre le tout divisible? Est-ce possible? Est-ce envisageable? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des obstacles à une telle divisibilité? Ce sont des points, en tout cas, sur lesquels nous reviendrons. Ça, c'est l'idée que le BFA, avec la VFA, constitue un ensemble contractuel, et ce sera le premier temps de ma présentation. Mais également, le BFA, c'est un ensemble de clauses contractuelles. Et là, quand on se livre à une analyse plus intrinsèque de l'opération, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de clauses qui vont permettre de sécuriser l'opération, de répondre à l'attente des parties au nom d'une certaine prévisibilité. Et ces clauses interviennent tant au moment de la conclusion du contrat qu'au stade de l'exécution de ces contrats et de cet ensemble contractuel. Donc justement, on va procéder en 2 temps et d'abord, on va voir ce qui caractérise cet ensemble contractuel. Et je vous l'ai dit, le premier point qu'il faut voir dans cet ensemble contractuel composé de la VFA et du BFA, c'est d'abord qu'il y a une très grande variété d'ensembles contractuels. N'oubliez pas que le principe qui domine ici, et c'est là que votre rôle est important, c'est le principe de liberté contractuelle. Et donc, il faut justement que vous répondiez pleinement aux attentes des parties avec un contrat sur mesure. Alors d'abord, cette variété, elle dépend du rôle que va jouer le preneur, du rôle qu'on va accorder au preneur. Il y a 2 hypothèses. Il y a la première hypothèse où le preneur va jouer un rôle très actif et il va être à l'initiative du projet. Et donc, l'homme fort, en réalité, dans l'opération, dans cette hypothèse, c'est le preneur. Et puis, il y a une autre hypothèse, et là, l'ensemble contractuel prendra des contours différents, c'est où le preneur ne prend pas l'initiative du projet. Alors, dans la première hypothèse, si le preneur prend l'initiative du projet, ou c'est lui qui joue le rôle actif et qui est la partie prenante la plus active dans cet ensemble contractuel. Dans ce cas-là, il peut le faire de plusieurs façons. D'abord, il peut utiliser ce qu'on appelle la délégation de maîtrise d'ouvrage. La délégation de maîtrise d'ouvrage, c'est ce qu'on appelle le BFA financier. Donc, en gros, il va agir comme mandataire et ici, il conclut, le preneur reste ici le mandataire du bailleur. Donc, généralement, le bailleur, soit c'est le vendeur promoteur, soit c'est l'acquéreur investisseur. Mais dans ce cas-là, comme le preneur veut jouer un rôle actif, eh bien, il va décider d'un certain nombre de choses et il va le faire comme représentant du bailleur. Donc, il conclut au nom et pour le compte de ce dernier
les différents contrats qui vont être nécessaires à la réalisation du projet immobilier, donc les contrats conclus avec l'architecte, les entrepreneurs, les différents sous-traitants, les bureaux de contrôle, etc., etc. Alors, dans cette hypothèse, on a des précautions à prendre puisque ce sont les règles du mandat qui vont s'appliquer. Il faut faire très attention à rester dans le cadre de la délégation de maîtrise d'ouvrage, donc dans le cas des règles du mandat. Les règles du mandat se caractérisent par un ensemble d'actes juridiques qui peuvent être accompagnés de certains actes matériels, mais l'essentiel, ce doit être des actes juridiques. S'il s'avère que de nombreux actes matériels sont également accomplis par le preneur, le danger, c'est qu'on bascule dans la qualification de contrat d'entreprise. Il faut faire attention. De la même façon, quand on est dans le cadre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage, la délégation reste partielle. Parce que si vous avez une délégation totale de maîtrise d'ouvrage, eh bien, l'opération est risquée puisque on pourrait y voir une sorte de contrat de promotion immobilière déguisé, et donc c'est la qualification de contrat de promotion immobilière qui pourrait l'emporter. D'ailleurs, en la matière, si le preneur veut jouer un rôle plus important encore, il pourrait jouer le rôle de promoteur, purement et simplement, ce qui n'est pas le cas le plus fréquent en pratique. Ce qu'on retrouve en pratique, lorsque le preneur veut jouer un rôle actif très tôt, dans la négociation, je vous ai dit, des différents termes, des caractéristiques de l'immeuble, des règles d'urbanisme, la négociation qu'il va engager avec les différentes parties prenantes et notamment les collectivités locales, il utilise plutôt la délégation de maîtrise d'ouvrage, mais il lui donne une coloration assez proche de la promotion immobilière, puisqu'il va intégrer dans cette délégation de maîtrise d'ouvrage des clauses telles que des clauses qui prévoient que tout surcoût serait à la charge justement de l'entrepreneur. Donc, on se retrouve avec une sorte de délégation de maîtrise d'ouvrage colorée de certaines clauses que l'on retrouve habituellement dans les contrats de promotion immobilière. Alors, quand le preneur prend un tel rôle actif dans le projet justement de BFA, donc de VFA accompagné d'un bail en état futur d'achèvement, il faut prendre un certain nombre de précautions rédactionnelles, notamment pour rassurer l'acquéreur investisseur, parce que là, le preneur prend le dessus, eh bien, il faut essayer d'introduire des clauses qui vont garantir une certaine durée du bail pour que l'acquéreur investisseur eh bien, ait un retour sur investissement. Donc que le bailleur, puisque c'est lui au final qui sera le bailleur, soit garanti d'un certain retour sur investissement. Donc il y a une certaine durée qui est généralement au moins une durée ferme de 3 ans. Ce que l'on fait également pour stabiliser le bail qui va être ainsi conclu, qui va être donc au final, au moment où il aura pris ses effets, un bail commercial, on introduit également une clause par laquelle on va renoncer à la faculté de résiliation triennale. Alors le problème, c'est que cette renonciation à la faculté de résiliation triennale était une renonciation très libre par le passé. Aujourd'hui, avec la loi Pinel, l'article L145.4 du Code de commerce limite ces cas de renonciation à certaines hypothèses. Alors, on le prévoit par exemple pour les baux de plus de 9 ans, pour les baux de biens à usage de bureau, pour les baux, ce qu'on appelle monovalents, c'est-à-dire qui ne servent qu'à une seule activité d'hôtel ou de restauration, et pour les baux notamment portant sur des immeubles de stockage. Et dans ce cas-là, il est possible alors de renoncer à cette faculté de résiliation triennale. L'objectif, vous l'avez bien compris, c'est en réalité, puisque le preneur prend la main, c'est de rassurer l'acquéreur investisseur avec une durée qui garantisse une certaine stabilité et un retour sur investissement de l'acquéreur. Le preneur peut ne pas être à l'initiative du projet. Dans ce cas-là, c'est beaucoup moins problématique. Et il y a alors 2 hypothèses. Soit le bail va être conclu avec le bailleur initial, c'est-à-dire généralement, on le verra juste après, avant la conclusion du contrat de VFA. Et donc, le bail va être conclu entre le vendeur-promoteur et le preneur. Et on aura, dans cette hypothèse, un bail qui probablement va être ensuite repris par l'acquéreur investisseur. Mais on peut aussi avoir un vendeur-promoteur qui va conclure ce bail au nom et pour le compte de l'acquéreur investisseur, donc même si la VFA n'est pas encore conclue. Donc il agirait uniquement en tant que mandataire, ce qui permet dans ce cas-là eh bien, de ne pas avoir de risque de reprise par l'acquéreur investisseur. Alors, dans cette première hypothèse, vous voyez que la nature
de l'ensemble contractuel, le contenu de l'ensemble contractuel varie en fonction de la part d'activité, de rôle actif du preneur. Deuxième élément qui peut faire varier le contenu de cet ensemble contractuel, c'est la date de conclusion du contrat de bail. Parce qu'il y a deux cas de figure. Le premier, je vous l'ai dit, le bail va être conclu avant la VFA, et donc nécessairement avec le vendeur promoteur. Et le problème, c'est que ensuite, lorsque la VFA sera conclue, l'acquéreur va devenir bailleur, on verra de quelle manière, et c'est lui qui se chargera d'exécuter le contrat de bail. Alors, même dans ce cas-là, même s'il y a transfert de la qualité de bailleur, c'est le vendeur qui conserve la qualité de maître d'ouvrage, qui est important pour l'ensemble des garanties, des obligations et des responsabilités. On peut également avoir l'hypothèse où le BFA va être conclu en cours de VFA, donc avant la livraison faite par le vendeur promoteur à l'acquéreur investisseur. Dans ce cas-là, vous allez avoir ce contrat de VFA qui va être conclu. Et dans ce cas-là, il faudra veiller à ce que le BFA soit rédigé minutieusement et qu'il soit en conformité parfaite avec la VFA. Parce que toute la difficulté quand vous avez un BFA avec une VFA, c'est qu'il faut respecter deux principes qui sont très importants pour un rédacteur et un professionnel de la rédaction tel que le notaire. C'est le principe de cohérence. Il faut que le BFA soit compatible avec ce qui est prévu dans la VFA. Et le principe de transparence, c'est qu'il faut faire en sorte que les trois parties prenantes, le vendeur promoteur, l'acquéreur investisseur et le preneur, puissent avoir accès à l'ensemble des informations. Et ce n'est pas toujours évident parce que parfois, pour des raisons de confidentialité, toutes les informations ne sont pas communiquées, mais dans la mesure du possible, il faut essayer de garantir ce principe de transparence et de circulation de l'information, et ce qui permet de renforcer le principe de cohérence et s'assurer que le BFA a bien été conclu conformément à ce qui a été prévu dans le cadre de la VFA. Alors pour cela, notamment, vous avez deux catégories de baux qui peuvent être conclus. On distingue traditionnellement les baux en gris, donc BFA en gris, ou les baux en blanc. Le BFA en gris, dans cette hypothèse précise, l'acquéreur, en fait, ne prend pas part à la rédaction du BFA. La négociation se fait entre le vendeur promoteur et le futur preneur, et généralement, ce qui va être vendu à l'acquéreur investisseur, ce sont les deux contrats, VFA-BFA, ensemble, un lot, qui va être vendu justement à l'acquéreur investisseur. Et là, il intervient surtout comme un bailleur de fonds. Il est intéressé parce que non seulement il va acquérir un immeuble, mais il est sûr d'avoir des loyers et un retour sur investissement. Et donc ça, c'est une opération qui peut exister. Et ça, c'est un baux en gris, puisqu'il n'y a pas de part de négociation accordée à l'acquéreur investisseur. En revanche, ça peut être un baux en blanc. Et dans ce cas-là, l'acquéreur peut discuter en amont les conditions du bail type qui sera annexé à l'acte de vente. Par exemple, on peut avoir l'investisseur acquéreur qui va adapter le projet en fonction des calculs prévisionnels sur les flux de loyer. Il peut intervenir également dans la rédaction de certaines clauses contractuelles, telles que celles qui portent sur la charge des travaux, par exemple. Et donc, on aura nécessairement, en fonction du type de bail, bail en gris, bail en blanc, eh bien, des contours de l'ensemble contractuel qui ne seront pas identiques. Donc, vous le voyez, l'ensemble contractuel que compose la VFA accompagnée du BFA varie en fonction de deux éléments déterminants. Le premier, c'est la part active que veut prendre le preneur dans la réalisation de ce projet. Est-il à l'initiative ou non? Et deuxième élément déterminant, à quel moment le BFA va être conclu? Et ensuite, quelle part active veut prendre l'investisseur acquéreur dans ce type d'opération? Une fois qu'on s'est posé cette question d'ensemble contractuel et de son contenu, il faut s'interroger sur l'indivisibilité de l'ensemble contractuel. Alors, l'indivisibilité, elle est importante. Hein. Vous voyez que on a la VFA, on a le BFA, on peut avoir d'autres opérations. Mais ce qui est important, c'est que s'il y a un ensemble contractuel indivisible, eh bien, ça rejaillit sur un certain nombre d'autres règles. Par exemple, je peux faire valoir l'exception d'inexécution d'un contrat en vertu de l'inexécution d'un autre contrat de l'ensemble. Je peux également, dans le cadre autrefois de la clause, mais de la cause, quand je voulais apprécier le caractère équilibré d'un contrat, eh bien, lorsqu'il faisait partie d'un ensemble contractuel indivisible, eh bien, je pouvais me livrer une appréciation de l'économie des contrats. Et donc, un contrat pris isolément pouvait paraître
manifestement déséquilibré, mais réintégré dans un ensemble contractuel indivisible, eh bien le tout était équilibré. Alors ça ne se fera plus sur le fondement de la cause, probablement, et encore, parce que les termes maintenant utilisés montrent bien que le terme de cause a disparu, mais les principales fonctions ont été maintenues, mais notamment pour apprécier, par exemple, une clause qui pourrait, lorsqu'on prend le contrat pris isolément, priver de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, article 170, ou une clause qui, prise isolément, pourrait être considérée comme une clause abusive, mais si on la réintègre dans un ensemble contractuel, eh bien, le déséquilibre significatif n'existe plus, ou ça ne prive plus de la substance de l'obligation essentielle du débiteur. Donc, on voit bien, dans ce genre d'hypothèse, l'intérêt qu'il y a à identifier un ensemble contractuel indivisible. Mais surtout, l'intérêt principal, c'est la question de l'anéantissement en cascade des contrats. L'intérêt d'avoir un ensemble contractuel indivisible, excusez-moi, je vais brancher mon portable qui n'a plus de batterie. Et je suis de nouveau présent, pardon. Dans l'hypothèse, justement, où vous avez un ensemble contractuel indivisible, l'intérêt principal, c'est l'anéantissement en cascade des contrats. C'est-à-dire que si la VFA, je peux prendre cette hypothèse, hein, si la VFA n'est pas conclue, le BFA disparaît. Ou si le BFA n'est pas conclu, eh bien, la VFA disparaît. Alors, c'est intéressant, en fonction du client que vous avez, de savoir quels sont les intérêts de votre client. Par exemple, si vous avez un contrat de BFA qui a été conclu avant la VFA, et que votre client est le preneur, ben, le preneur, lui, il ne veut absolument pas courir de risque. Et donc, au contraire, il vous dira, je ne veux pas d'indivisibilité, je veux une divisibilité. Je ne veux absolument pas que le contrat de BFA dépende du contrat de VFA qui va être conclu avec tel acquéreur investisseur. Donc, le risque va être supporté probablement par le vendeur, promoteur, et le preneur lui dit, ben, dans l'hypothèse où le contrat de VFA avec tel acquéreur n'est pas conclu, je considère que mon contrat de VFA est divisible, et donc vous devrez tout de même me garantir la location, donc en vendant à une autre personne, par exemple, mais vous allez au bout du projet, et donc je ne veux absolument pas être dépendant de la validité ou de l'efficacité du contrat de VFA qui va être conclu. Donc ça, c'est dans l'intérêt de votre client. En même temps, pour un acquéreur investisseur, lui, c'est tout le contraire. Il ne va, en tant que bailleur de fonds, conclure ce contrat de VFA qu'à la condition de pouvoir louer l'ensemble des biens, et donc de son centre commercial, par exemple. Et dans ce cas-là, il aura, lui, au contraire, tendance à mettre en place un ensemble contractuel indivisible et à faire dépendre l'efficacité de ce contrat de BFA eh bien, de l'efficacité, de la validité de son contrat de BFA. Donc, tout ça dépend, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la jurisprudence insiste beaucoup sur la rédaction de cette clause d'indivisibilité dans l'hypothèse d'une VFA et d'un BFA, et elle exige une clause, alors le plus souvent, qui doit être expresse, claire, précise, non équivoque, et elle insiste bien sur ces caractères. Pardon, je bouge la table, en même temps, ça bouge la caméra. Et elle insiste beaucoup sur cette clause. Et donc, il faut prendre beaucoup de précautions. Alors, il est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas l'article 186 du Code civil qui prévoit justement que les contrats interdépendants peuvent justifier un anéantissement en cascade avec le critère objectif et le critère subjectif. Il n'y avait pas non plus cette série d'arrêts qui avait été rendue le 10 septembre 2015 à propos de prêts, où on a déduit l'indivisibilité d'un certain nombre de circonstances en étant moins exigeant sur la forme que devait prendre cette clause. Mais je ne prendrai pas de risque, et notamment dans une opération de ce type où les enjeux financiers sont importants, il faut prendre le temps de rédiger une clause d'indivisibilité précise, claire, non équivoque, dans laquelle vous rappelez bien l'indivisibilité, pour quelles raisons y a-t-il une telle indivisibilité et quels sont les intérêts que recherche chacune des parties, justement, en rédigeant une telle clause d'indivisibilité. Maintenant, dans l'hypothèse où, par exemple, le preneur voudrait introduire dans le cadre de cet ensemble contractuel une clause de divisibilité, considérant que le vendeur, promoteur devrait supporter la totalité des risques, en aucun cas, le preneur ne veut que son BFA dépende de la validité et de la pleine efficacité de la VFA. Est-ce que c'est envisageable? En théorie, oui. Une clause de divisibilité, dès lors qu'elle est voulue par les parties, ne devrait pas poser de difficulté. Sauf que,
on le sait, dans un tout autre domaine, celui des locations financières, par exemple, ou du crédit bail dans d'autres hypothèses, eh bien, les clauses de divisibilité ont parfois été privées d'effet en invoquant le fait qu'elles venaient contredire la portée de l'engagement, contredire l'économie générale du contrat ou contredire l'obligation essentielle, cela dépend des formules, et cette contradiction justifiait qu'elle soit évincée pour finalement rétablir une indivisibilité qui découlait des circonstances par une appréciation in concreto. Alors, aujourd'hui, il y a même d'autres articles qui pourraient rendre plus fragile cette clause de divisibilité, parce que si le preneur, en plus, se présente comme la partie forte de ce projet, qu'il est à l'initiative du projet et qu'il impose une telle clause, et qu'il n'y a pas eu de négociation, dans quelle mesure il ne s'agit pas d'un contrat d'adhésion dans lequel il n'y avait pas de négociabilité, qui pourrait justifier alors l'application de l'article 1171 du Code civil, clause abusive en droit commun. Alors, difficile à soutenir, mais parfaitement envisageable en théorie. On pourrait également avoir une autre disposition plus facile à mettre en œuvre dès lors qu'elle ne se limite pas au seul contrat d'adhésion, et encore moins aux seules clauses non négociables. C'est l'article 1170 qui précise que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle est réputée non écrite. On pourrait parfois avoir des clauses qui exigent le maintien du contrat de BFA malgré la disparition de l'autre partie de l'ensemble contractuel et qui, pour l'une des parties, devient peut-être une clause excessive et qu'on pourrait tenter de faire tomber par le biais de l'article 1170, comme on le faisait autrefois, par le biais de la cause. Mais, encore une fois, c'est une jurisprudence qui pourrait éventuellement se développer, ce qui veut dire, non pas que les clauses de divisibilité ne sont pas valables, mais quand elles sont rédigées, elles doivent être rédigées avec beaucoup de précautions, en tenant compte notamment de ces deux articles, 1170 et 1171, qui permettent désormais de mettre en place une police des clauses contractuelles qui n'existait pas auparavant, en tout cas pas sous cette forme. Alors, pour cet ensemble contractuel, j'en ai fini, on voit bien que l'ensemble contractuel divisible ou indivisible, donc ça variera en fonction des intérêts poursuivis, avec un contenu qui varie en fonction de la part active ou non du preneur et du moment où le bail est conclu, tout ça donnant des ensembles contractuels sur mesure qui ne se ressemblent pas et qui supposent une part active de la part du professionnel, du rédacteur professionnel, pour exercer pleinement son devoir de conseil et rédiger des clauses sur mesure. Mais ce qui est important, c'est également de comprendre que le BFA rattaché à la VFA est un ensemble de clauses contractuelles. Et ces clauses contractuelles-là, qui vont produire surtout leurs effets de la conclusion à la prise d'effet, puisqu'ensuite, on va avoir un statut des baux commerciaux qui prendra le relais, avec des clauses négociées certes, mais avec le statut des baux commerciaux qui prendra le relais. Mais entre la conclusion et la prise d'effet, c'est là que l'essentiel des clauses contractuelles vont jouer un rôle important. Un rôle important pour sécuriser, avant tout, et sécuriser la phase de conclusion du contrat, dans un premier temps, et pour sécuriser la phase d'exécution du contrat, dans un deuxième temps. Alors, on va commencer par ces clauses qui permettent de sécuriser la phase de conclusion du contrat et la conclusion à la prise d'effet. Et vous allez voir que ces clauses sont relativement importantes. Certaines d'entre elles vous sont familières. Elles prendront une coloration particulière dans le cadre du BFA rattaché à la VFA, mais ce sont des clauses qui sont relativement classiques pour certaines d'entre elles. Parmi ces clauses destinées à sécuriser la phase de conclusion, il y a les clauses qui permettent de déterminer les obligations des parties. Alors, c'est important parce que dans le cadre du BFA et de la VFA, il y a un fort risque de potestativité. Et à plusieurs occasions. D'abord, ce risque de potestativité existe au moment du choix du locataire. Parce que l'idée, justement, dans ce contrat, c'est de pouvoir avoir un immeuble et un immeuble qui a déjà trouvé un locataire, un preneur, ce qui permet de rassurer l'acquéreur investisseur. Simplement, si l'acquéreur investisseur, justement, a la possibilité, à chaque fois que le vendeur promoteur, éventuellement, lui présente un preneur, et à chaque fois la possibilité de dire oui ou non selon sa propre volonté, sans aucune justification objective, le risque, c'est qu'on considère en réalité que l'opération est potestative et on se retrouve avec un vendeur-promoteur qui est à la merci d'un acquéreur qui pourrait, par caprice, de refuser tous les locataires qu'on pourrait lui proposer pour essayer ainsi d'échapper à ses propres engagements. D'où l'importance dans la recherche d'un locataire et la fixation du loyer,
eh bien, de permettre d'une certaine manière de l'externaliser et faire en sorte que cela soit confié à un tiers. Donc, ce qui va se passer, c'est que le vendeur-promoteur et l'acquéreur-investisseur vont le plus souvent conclure un mandat commun par lequel ils vont confier à un tiers eh bien, le soin de rechercher les futurs preneurs en respectant un cahier des charges qui a été établi d'un commun accord entre le vendeur promoteur et l'acquéreur investisseur. Donc, un cahier des charges qui est généralement très strict, dans lequel on va trouver des critères objectifs de sélection des différents candidats. Et ces critères peuvent être de nature positive. Et donc, dans ce cas-là, ils reposent sur la solvabilité du locataire. Alors, généralement, on récolte des informations sur le crédit du locataire. On a aussi, on peut exiger de lui la souscription de certaines garanties de paiement. Et puis, vous avez également des critères de nature négative. On peut, dans ce cahier des charges, évincer certains locataires qui ont des résultats déficitaires. On peut également exclure certaines activités. Notamment, on a beaucoup vu ça dans certains centres commerciaux qui ont été financés par le biais de fonds islamiques, où on a interdit certaines activités qui étaient liées au jeu de hasard, à la vente d'alcool ou à des opérations d'activités bancaires. Donc, tout cela peut figurer dans le cahier des charges. Alors, généralement, en pratique, ce que l'on fait, c'est qu'on annexe à la VFA une grille de loyer et un bail type conforme au bail qui sera effectivement conclu avec le locataire, dans lequel on indique la durée du bail, le loyer, les charges, les conditions qui ont déjà été validées par l'acquéreur. Et on précise également que toute modification devra faire l'objet d'un commun accord entre le vendeur-promoteur et l'acquéreur-investisseur. Donc, et il est très important tout de même, lorsque vous êtes rédacteur, en tant que, si votre client est l'acquéreur-investisseur, de lui rappeler que si jamais il refuse un locataire qui pourtant respecte ce cahier des charges sans avoir un motif sérieux et légitime, eh bien dans ce cas-là, il va en supporter toutes les conséquences, notamment cela pourrait mettre fin à la garantie locative qui a pu lui être octroyée par le vendeur-promoteur. Alors, il y a un autre risque, c'est le risque de potestativité qui se rattache aux engagements de l'acquéreur. Parce que dans l'hypothèse où vous avez un bail qui a été conclu avec l'acquéreur-investisseur, pas de difficulté, il est déjà le bailleur, le contrat est directement conclu avec le preneur. Mais je vous l'ai dit, parfois, ce BFA est conclu avant la VFA. Donc, on va conclure un bail avec le vendeur-promoteur et pour l'instant, l'acquéreur-investisseur n'est pas engagé. Alors, ce qu'on pourrait faire, et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est dans le cadre de la conclusion de ce bail, s'il n'y a pas encore de VFA, mais qu'on a identifié le futur acquéreur-investisseur, c'est d'agir en tant que mandataire de l'acquéreur-investisseur. Dans ce cas-là, le vendeur-promoteur, en tant que mandataire de l'acquéreur-investisseur, va conclure un bail avec le preneur, et donc le mandant, le véritable bailleur, ce sera l'acquéreur-investisseur. Si ce n'est pas le cas, la question est de savoir si l'acquéreur-investisseur va récupérer le bail automatiquement par application, par exemple, de l'article 1743 du Code civil. Alors, le seul problème pour l'article 1743 du Code civil, c'est qu'il a été pensé et qu'il est rédigé pour s'appliquer à des baux en cours d'exécution. Or, à ce stade, lorsqu'on a un BFA, on a bien la conclusion d'un BFA et qui n'a pas encore pris ses effets. Donc, la prise d'effet a été retardée. Et donc, en la matière, ce n'est pas un bail en cours d'exécution au sens strict, au sens de l'article 1743. Alors, on pourrait interpréter le texte en disant, mais le bail ayant déjà été conclu, il est bien en cours et donc devrait être soumis à l'article 1743, ce qui permet la transmission automatique du bail à l'acquéreur, mais il y a une incertitude. Et comme il y a une part d'incertitude, il faut prendre des précautions supplémentaires. Alors, on pourrait éventuellement envisager comme reprise de bail une cession de contrat. Le cédé étant le locataire, il faudra respecter les conditions des articles 1216 et suivants du Code civil. On a parfois des hypothèses où l'acquéreur-investisseur, le vendeur-promoteur se porte fort de la ratification du bail par l'acquéreur-investisseur, avec toutes les limites de la promesse de porte-fort de ratification qui, si elle n'est pas respectée, ne donne lieu qu'à des dommages et intérêts, obligation de résultat, mais dommages et intérêts pour la réparation du préjudice par une action exercée par le locataire contre le vendeur-promoteur, ce qui n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant.
Ou éventuellement, on peut conclure un contrat de bail à la condition suspensive de reprise justement des engagements par l'acquéreur. C'est quelque chose qu'on retrouve également. Alors, le plus simple étant tout de même d'avoir un véritable engagement dans une clause de cession de contrat éventuellement avec toutes les précautions nécessaires, ou encore le plus simple, c'est qu'en amont, il y ait un véritable mandat qui permet dès le départ de l'opération d'avoir comme bailleur, comme seul bailleur, l'acquéreur investisseur. Alors, il faut également, autre point important à déterminer, c'est préciser clairement le bien qui est objet du contrat. Souvent, le BFA est d'ailleurs conclu avant l'obtention du permis de construire. Donc, il est d'autant plus important d'être très précis sur le bien qui sera concerné, sur la surface du bien, sur la méthode de calcul des surfaces. Et le plus souvent, dans le cadre d'un BFA, à la différence de ce qu'on retrouve dans les autres baux commerciaux, eh bien, on fait une référence au prix, notamment au loyer, au mètre carré, ce qui permet justement ici de limiter les effets pervers de certaines clauses de tolérance qui peuvent parfois donner lieu à la livraison d'une surface moins importante que celle qui a été prévue, et ce qui permet justement d'indiquer dans ce bien, eh bien que comme c'est au mètre carré, si les mètres carrés sont moins importants que ce qui a été prévu dans la VFA initiale, eh bien cela va avoir une incidence directe sur le loyer. Et puis, enfin, bien entendu, annexer au bail un descriptif qui soit le plus précis possible de la chose qui est donné à bail. Voilà pour les clauses destinées à sécuriser la phase de conclusion du contrat en déterminant les obligations des parties. Il y a d'autres clauses, toujours pour sécuriser la phase de conclusion du contrat, qui sont destinées à clarifier la répartition des risques entre les différentes parties. Le BFA, c'est un montage contractuel qui va s'inscrire dans la durée, et il va y avoir différentes étapes. Il va y avoir l'achèvement, la réception, la livraison, la mise à disposition. Et tous ces termes-là sont des termes qui peuvent avoir des sens variables, en tout cas des sens qui ne sont pas parfaitement compris par toutes les parties prenantes. D'où l'intérêt d'avoir des clauses dans lesquelles on va rappeler le sens de chacune de ces étapes. L'achèvement, par exemple, est une notion très particulière. On renvoie généralement à la définition qui figure à l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation. Et on explique aux clients de quoi il s'agit, parce que l'achèvement n'est pas du tout un bien qui est parfaitement conforme à ce qui a été prévu dans le contrat. C'est un bien qui n'est pas totalement conforme, mais qui ne comporte pas de malfaçons majeures, mais uniquement des malfaçons mineures. Et donc, il n'y a pas une conformité absolue. Donc, le terme d'achèvement est un terme qui est très singulier, sur lequel il faut attirer l'attention des parties. La réception, elle, concerne les rapports entre constructeurs et vendeurs, donc il faudra le préciser. La livraison, c'est entre le vendeur et l'acquéreur, donc le vendeur-promoteur et l'acquéreur. Là aussi, une définition, une explication du terme s'impose. Et puis, la mise à disposition, eh bien, c'est dans les rapports entre bailleurs et locataires. Et on voit bien que l'intérêt de définir clairement ces différentes étapes, de les expliquer clairement, et tout ça doit figurer dans l'acte qui permet de préconstituer une preuve de la bonne exécution du devoir de conseil. Donc, rappeler ces différentes étapes, c'est important dans la répartition des risques. Rédiger également avec précaution les conditions suspensives. Très souvent, on a une opération qui s'inscrit dans la durée. Vous avez toute une série de conditions suspensives, mais très nombreuses, qui portent sur le permis de construire, sur des autorisations administratives, parfois ICPE, si on a une installation classée pour la protection de l'environnement. On doit réaliser des études géotechniques, des diagnostics divers. Donc, il faut absolument rédiger un très grand nombre de conditions suspensives. Donc, on en rappelle l'intérêt, est-ce dans l'intérêt commun ou dans l'intérêt exclusif d'une des parties, les délais dans lesquels doivent être obtenus, également les modalités. On doit également prévoir la purge de tous les délais et tous les recours qui peuvent être exercés. Donc, toutes ces opérations-là supposent de rédiger avec précaution ces fameuses conditions suspensives qui sont ici le nerf de la guerre pour essayer de procéder à une bonne répartition des risques. Et enfin, on peut prévoir également le paiement d'une indemnité d'immobilisation. Alors, c'est pas qualifié comme tel dans le BFA, c'est une clause de prix d'option, mais on dit que le bénéficiaire lève l'option, donc en l'occurrence, le bénéficiaire, c'est le locataire, et cette indemnité, elle viendra en déduction via des sommes dues telles que le dépôt de garantie, le pas de porte, les loyers. Donc, c'est quelque chose qui est assez fréquent. C'est pas une clause pénale, c'est une véritable clause
très proche de la clause d'indemnité d'immobilisation et qui sera ici due par le locataire dans l'hypothèse où il n'y aura pas de réalisation effective de l'opération. Alors, sécuriser la phase de conclusion du contrat, il faut également sécuriser la phase d'exécution du contrat. Et c'est surtout à ce stade que les risques sont les plus importants. D'abord, il y a des risques extérieurs. Ensuite, il y a des risques inhérents au montage contractuel. Les risques extérieurs, c'est simple. Vous avez une opération qui va s'inscrire dans la durée. Et une opération qui s'inscrit dans la durée peut être affectée par toute une série de circonstances, des circonstances économiques, des circonstances politiques, des circonstances juridiques, des circonstances sanitaires. On les vit actuellement. Et donc, d'autant plus aujourd'hui, il faudra réintégrer ces risques dans cette opération qui va durer dans le temps. Et le plus souvent, dans ce type d'opération, on va prévoir des clauses, alors des clauses de hardship, clauses d'imprévision, donc des clauses de renégociation, des clauses de conciliation, de médiation, peut-être des clauses compromissoires si on est dans le cadre d'activités professionnelles qui pourraient faire intervenir un arbitre. Donc tout ça est très important. On peut éventuellement aménager également l'imprévision telle qu'elle est prévue aujourd'hui par l'article 195 du Code civil, exclure peut-être tout pouvoir de révision du juge et justement maintenir le reste de l'article 195 du Code civil. En tout cas, cette idée d'imprévu, d'imprévision, il faut l'intégrer dans le contrat. On y intègre également des clauses de force majeure avec toutes les précautions nécessaires. On sait qu'en la matière, les clauses de force majeure ont été reconnues comme étant valables et non pas comme étant des clauses abusives. Donc, elles sont valables. La Cour de cassation est très claire sur ce point, à condition de les rédiger avec raison et modération. Généralement, on va prévoir un certain nombre d'événements précis qui sont considérés par les parties comme relevant de la catégorie de la force majeure. Et puis, on fait référence à des conditions légitimes de retard éventuellement qui seront parfois même déterminées par un tiers. C'est un tiers qui sera chargé de vérifier que l'événement fait bien partie des causes légitimes justifiant la suspension éventuellement du contrat, puisque cela est possible dans le cadre de l'article 218, ou éventuellement la libération totale si la suspension n'est pas envisageable. Tout ça, en fait, ces clauses relatives à l'imprévision, ces clauses relatives à la force majeure, prennent aujourd'hui une coloration particulière. On a vu les conséquences de la crise sanitaire. On sait que ces crises sanitaires vont se répéter dans les années à venir et donc qu'elles vont devenir finalement un risque aussi plausible qu'une crise économique cyclique. Et donc, il faut rédiger demain ces clauses d'imprévision et ces clauses de force majeure avec plus de précautions en y intégrant les risques sanitaires. Alors, risques également qui ne sont plus extérieurs au montage contractuel, mais qui sont… dernière clause, également le danger dans le cas de la VFA lié à un BFA, c'est le loyer. Parce que entre la conclusion et la prise d'effet, il peut y avoir un changement de circonstance qui va impacter le loyer. Et entre la prise d'effet et l'avenir, il faut également prévoir justement une certaine souplesse. Alors, dans ce cas-là, on a deux types de clauses. Entre la conclusion du bail et la prise d'effet, on a des clauses de variation du prix. Donc, on fera varier le prix en fonction peut-être de circonstances qui ont évolué ou du résultat de la VFA qui ne correspond pas exactement à ce qui avait été prévu initialement, sans remettre en cause pour autant l'essence même de cette VFA. Donc, peut-être des surfaces un tout petit peu plus petites que ce qui était envisagé. Et donc, on a une clause de variation du prix. Et à partir de la prise d'effet, eh bien, on a généralement une clause d'indexation qui prend le relais et avec des indices très variables, qui peut être un pourcentage de l'indice du coût de la construction. Tout ça est relativement classique. Mais il faut bien distinguer ces deux clauses, clause de variation du prix, clause d'indexation, qui n'interviennent pas au même moment et qui n'ont pas la même raison d'être. Deuxième catégorie de risques, et je finirai par là, ce sont les risques inhérents au montage contractuel. Vous avez ici des risques particuliers qui sont liés à la nature même de l'opération. Et donc, on a généralement une clause qui débute par un exposé préliminaire et exposé préliminaire des garanties que l'on va fournir aux différentes parties, donc la raison d'être de ces garanties. Et cette garantie peut prendre plusieurs formes. Soit on a un acquéreur-investisseur qui a peur justement que les loyers ne soient pas payés, ou éventuellement a peur qu'il n'y ait pas de locataire. Et dans ce cas-là, en fonction justement du risque
contre lequel il veut se protéger, on va rédiger des clauses de garantie différentes. Dans la première hypothèse, on a une garantie de loyer qui prendra la forme d'une substitution. Et là, elle intervient plutôt sous cette forme lorsque on veut rassurer, le vendeur-promoteur veut rassurer l'acquéreur-investisseur eh bien, de la solvabilité des locataires. Donc, il se dit, dans l'hypothèse, pendant une certaine durée et pour un certain montant, si les loyers ne sont pas payés, eh bien, je me substituerai au preneur pour payer les loyers à sa place. Et puis, il y a d'autres clauses qui sont des garanties de révision, des clauses de révision du prix. Cette fois, c'est dans l'hypothèse où les locaux restent vides, donc c'est différent, et justement, pour compenser la perte, eh bien, on va réduire le prix, donc il y aura une révision du prix par voie de conséquence. Alors, il est important de bien distinguer les deux, hein, la substitution ou la révision, parce que le régime fiscal applicable n'est pas du tout le même. Alors, quand on rédige ces clauses de garantie, il faut prendre plusieurs précautions. D'abord, déterminer clairement le montant de la garantie, qui d'ailleurs peut diminuer au fur et à mesure du remplissage éventuellement des locaux ou du paiement des loyers. Donc, on prévoit une garantie, par exemple, de 3 ans et chaque année, eh bien, le montant des loyers garantis diminue puisque le risque diminue également en fonction de tout cela. On prévoit des clauses pénales moratoires très souvent qui permettent d'être certain de garantir le paiement des loyers dans le délai et donc de rassurer là aussi l'acquéreur. On détermine le point de départ de cette garantie parce que tout cela est variable. Généralement, c'est au jour de la livraison de l'acquéreur. Parfois, la garantie produira ses effets jusqu'à ce qu'il y ait une entrée effective des locataires et un paiement effectif des loyers. Tout cela repose sur la liberté contractuelle. Et pour les opérations les plus risquées, on prévoit même une contre-garantie pour venir garantir contre l'éventuelle insolvabilité du vendeur-promoteur, avec éventuellement une assurance ou une caution bancaire ou une garantie autonome. On peut également prévoir une rétention sur le prix, c'est-à-dire que ça permet là, dans ce cas-là d'éviter au vendeur de souscrire une garantie coûteuse. Une partie du prix sera conservée par l'acquéreur investisseur jusqu'à ce que la garantie locative prenne fin, ou encore, alors généralement là, avec une clause qui permet éventuellement au vendeur, eh bien, s'il fournit une garantie autonome, de récupérer la somme qui a été retenue, ou encore on peut constituer un séquestre. On séquestre une partie du montant de la garantie locative et le séquestre ne libérera les fonds que si le vendeur a justifié s'être acquitté régulièrement de les garanties. Et à tout cela, on peut ajouter des clauses sur l'exécution des travaux, comment on va répartir la charge des travaux qui pourraient être réalisés entre le preneur et l'acquéreur investisseur, des clauses de tolérance qui permettent justement de faire varier la surface. Alors, pas au-delà d'un 20e, pas au-delà de 5%, mais généralement, c'est plutôt 2 ou 3%. On a également une clause d'état des lieux qui peut être établie, qui permet de prévenir d'éventuelles contestations postérieures. En tout cas, tout cela, et qui est approfondi dans notamment un article qui avait été écrit par Olivier Berger, où il insiste sur d'autres clauses que je n'ai pas vues avec vous, mais que vous pourrez retrouver sur les bases de données, notamment sur LexisNexis. Eh bien, il y a toute une série de clauses qui montrent bien que plus vous allez anticiper sur les difficultés, plus vous allez interroger vos clients et plus vous allez rédiger des clauses précises qui vont permettre de sécuriser votre contrat, qui est un contrat qui repose pour l'essentiel, du moins de la conclusion jusqu'à la prise d'effet, sur le principe de liberté contractuelle. Voilà en quelques mots et voilà en moins d'une heure eh bien, les grandes lignes de ce contrat de BFA. Je vous invite à lire l'article que j'ai mis également à votre disposition sur LinkedIn qui permet, enfin il renvoie vers LinkedIn, mais c'est parce que c'est le seul réseau qui me permet de mettre des documents assez rapidement et assez facilement. Mais vous allez voir que ça complète assez bien, notamment avec des références qui ne sont pas très nombreuses sur le sujet, ça complète assez bien ce que je viens de vous présenter à l'oral. Donc le contrat de BFA, ce n'est qu'une VFA innommée avec une part d'imagination très importante de la part du rédacteur professionnel qui rédigera des clauses qui vont permettre de sécuriser une opération qui, sur le plan juridique et financier, est une opération relativement risquée. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous une excellente journée et prenez bien soin de vous. Au revoir.